Donc je vais parler un petit peu comme ça librement sur la base de ces diapositives que je vous ai prévues dans le cadre de cette présentation. Les diapositives, comme je vous l'ai dit, seront bientôt disponibles, donc si vous ne pouvez pas bénéficier de la meilleure vision qui soit aujourd'hui, vous aurez bientôt les images à bout de clic sur le site du COPAD, et puis je crois que vous aurez même ma conférence enregistrée, donc peut-être que vous arriverez à voir les mots et les images en même temps. Alors, je vais vous dire quelques mots d'Alice Riva. J'ai intitulé ça simplement « Romancière et féministe », parce que je crois que dans son cas, les deux termes sont vraiment indispensables pour la définir. Elle s'est sentie, interpellée par sa condition de petite fille qui grandit dans un milieu où les garçons et les filles, puis les hommes et les femmes, étaient très strictement séparés les uns des autres par la vie, par l'éducation, par les possibilités professionnelles, par les possibilités de sociabiliser. Donc ça a vraiment été son expérience quotidienne au XXe siècle, avec toutes les injustices que ça impliquait pour les uns et pour les autres, mais évidemment surtout pour les femmes qui n'avaient pas accès aux mêmes formations, qui n'avaient pas les mêmes emplois, qui n'avaient pas les mêmes salaires, et qui en Suisse, évidemment, n'avaient même pas accès à la politique, puisque Alice Riva fait partie de ces femmes suisses qui n'ont eu le droit de vote qu'à 70 ans. Donc, elle est forcément hantée par ça, elle est féministe, elle se dit féministe, et ce féminisme s'associe avec son regard politique, sa lucidité politique, qu'elle a imbibé, disons, depuis son plus jeune âge, avec ce père qu'on a un petit peu malheureusement oublié aujourd'hui, mais qui mériterait qu'on écrive aussi des livres à son sujet, Paul Gaulet, qui a été un des fondateurs du Parti socialiste vaudois, dans un contexte, celui-ci, où vous êtes aujourd'hui, où évidemment les gens de gauche n'étaient pas forcément bien vus, et où, le terreau local tend à être plutôt radical que socialiste. Donc elle a porté ça sur elle, donc elle a une habitude, de lire le monde, de regarder ce qui se passe autour d'elle avec une certaine acuité politique. Et puis romancière, parce que la littérature, après tout, c'est par là qu'on se souvient d'elle. Il nous reste ses livres, ses romans. Et c'est une romancière d'un immense talent que vous avez peut-être déjà lu, que j'espère que vous découvrirez si vous ne l'avez pas encore fait. Et romancière parce que vraiment, pour elle, l'écriture en prose est fondamentale. Et elle a toujours, oscillé entre des termes comme récit, roman. Je pense qu'une façon de comprendre ce qu'elle fait, c'est peut-être la comparer aujourd'hui à quelqu'un comme Annie Ernaux. C'est-à-dire que l'écriture pour elle, dirons-nous, c'est vraiment un outil non seulement d'expression littéraire, mais c'est aussi justement un outil d'investigation, de compréhension du monde. Et c'est en écrivant, dans un rapport assez libre, assez créatif, avec les faits objectifs, que finalement on comprend des choses sur le monde. Donc c'est pas que les faits objectifs, on s'en écarte ou qu'on invente des histoires par la fiction, mais c'est que l'écriture impose sa propre logique, sa propre dynamique, qui nous permet de voir les choses autrement. Et donc romancière, c'est un terme qu'elle a souvent revendiqué pour elle-même, parce que je crois qu'il fait vraiment sens, justement, il correspond à sa vision de l'écriture. Et puis c'est aussi un terme où le féminin existait, alors qu'écrivain, c'est un terme plus problématique. Écrivain, écrivaine, romancière, voilà. C'était une façon de dire « je suis une femme et j'écris ». Il n'y a pas besoin de trop réfléchir à féminiser la langue. Donc je trouve que c'est deux termes qui la caractérisent très bien. Alors vous avez été à Riva aujourd'hui, vous vous demandez peut-être pourquoi, ou vous le savez peut-être, avec un père qui s'appelle Paul Gaulet, alors qu'elle-même ne s'est jamais mariée. Elle a pris ce nom de Riva, le nom de ce village. Alors elle l'explique elle-même, il y a un texte, un de ses articles qui s'appelle « Ce nom qui n'est pas le mien », dans lequel elle explique concrètement pourquoi elle a pris un pseudonyme. Alors il y a la raison pratique qui fait que quand elle a déjà 40 ans, mais c'est quand même son premier roman, il va paraître un peu rapidement, elle n'a pas eu le temps de s'y préparer, elle n'a pas eu le temps de préparer non plus ses parents au fait qu'elle allait apparaître en public en quelque sorte comme l'auteur de Nuages dans la main.
Et donc, comme elle explique, c'était une façon un peu d'apaiser la famille, et notamment ce père, Paul Gaulet, qui avait déjà une carrure politique, une visibilité politique importante, de dire, bon, ben, je ferai ça sous un autre nom. Donc, il y avait cette raison pratique. Et puis après, ben, pourquoi choisir Riva en particulier? Alors, il se trouve que la mère d'Alice Riva, Ida Gaulet, Ida Ether, du nom qu'elle avait avant son mariage, avait grandi à Cuilly. Cuilly, c'était une autre commune au bord du lac Léman, qui était la commune de sa mère, à laquelle Alice Riva identifiait toute sa famille maternelle. Il y a des très belles pages, par exemple, dans l'Alphabet du matin, où elle raconte comment on sort du tunnel à Chèvres, et puis on voit ce lac Léman. Donc c'est un paysage qui lui parle beaucoup, c'est un paysage qu'elle associe à sa mère. Son écriture est quelque part liée justement à cette interrogation sur sa mère, à ce lien avec sa mère. Donc elle choisit un nom qui lui rappelle sa mère, mais évidemment Cuilly, c'est pas Riva. Mais voilà, Alice Cuilly, bon, elle ne trouvait pas ça terrible. Et puis, elle admirait Ramu en tant que lectrice, en tant qu'écrivaine. Or, Ramu avait été l'écrivain aussi de la région, du Lavaux. Et puis Ramu, ben, comme Riva, ça a 5 lettres, ça commence par un R, ça se termine par un Z. Donc elle s'est dit, voilà, bingo, je prendrai Riva. Et c'est vrai que c'est un nom voilà, qui est mémorable, c'est un nom qui s'associe bien à Alice Riva. Donc voilà pourquoi ce choix particulier du nom de Riva, qui était une région, à part ça, qui avait compté pour elle, qui comptait pour elle. C'est sûr qu'elle a passé toute sa vie adulte, comme vous le savez, à Genève, puisque c'est là-bas qu'elle a gagné sa vie, qu'elle a été indépendante, mais elle a ses racines entre le Lavaux et le nord vaudois. Alors, quelque chose qui est aussi particulier dans la carrière d'Alice Riva, mais qu'on comprend un peu mieux quand on s'intéresse à l'histoire des femmes et quand on regarde un petit peu ce qu'a dû être le quotidien de cette femme qui tentait d'écrire en devant gagner sa vie, en devant faire certaines choses que font les femmes. Elle n'avait pas d'enfants, mais elle avait des parents, donc elle a passé du temps aussi à s'occuper de ses parents âgés. Donc vivre la vie, ça prend du temps, on n'a pas forcément le temps d'écrire. Et elle a cette carrière vraiment en 2 morceaux. Évidemment, avec le recul, on a tendance un petit peu à oublier ces 2 morceaux, mais elle, c'est vraiment comme ça qu'elle l'a vécu, et c'est aussi, disons, au titre de comment a-t-elle vécu son écriture que je me suis intéressée à elle et à sa démarche d'écriture. Donc là, je vous ai mis en résumé les dates de ses livres et de ses parutions. Et on voit bien qu'entre 1947 et 1961, vous avez un gros trou, presque 15 ans, pendant lesquels apparemment il ne se passe rien, en tout cas il ne se passe rien sur le front de la publication. Alors le tout premier livre qu'elle publie, c'est un roman, Nuages dans la main, en 1940. Elle-même a presque 40 ans, et pourtant elle a une façon d'en parler, notamment dans ce nom qui n'est pas le mien, où on voit bien cette difficulté, cette fragilité dans laquelle pouvaient être les femmes qui publiaient, qui apparaissaient en public au milieu du XXe siècle, en Suisse en tout cas, parce qu'elle a beau avoir 40 ans, elle parle de cette aventure en quelque sorte de publier un premier livre, d'apparaître pour la première fois en public, comme hantée par la crainte de déplaire à ses parents, de choquer ses parents, de devoir le dire à ses parents. On se dit que c'est plutôt peut-être un souci que quelqu'un aurait aujourd'hui à 17-18 ans. Là, à 40 ans, elle est encore craintive. Il y a aussi une interview d'elle dans le Plan Fixe, par exemple, où elle dit qu'elle avait dans une poche la lettre magnifique de Ramu qui lui disait à quel point Nuages dans la main, il fallait publier, c'était un très beau texte. Elle était très fière, très heureuse de cette lettre, et en même temps, elle était terrorisée parce qu'elle ne l'avait pas encore dit à sa mère. Donc on voit cette femme qui a à la fois cet immense talent littéraire, et puis qui se comporte un peu comme une petite fille, on a envie de dire, qui n'ose pas le dire à ses parents. Donc, Nuages dans la main, on y reviendra, c'est son premier roman qu'elle publie il y a 40 ans à la Guilde du Livre à Lausanne, qui aura du succès, qui sera assez vite épuisé et qui sera repris à Paris par les éditions Julliard en 1943. Puis son deuxième roman, c'est Comme le sable, un roman qui se passe au BIT à Genève, comme Nuages dans la main. Donc elle utilise son environnement proche pour écrire des romans sur
la vie qu'elle connaît, sur les gens qu'elle connaît, sur les dilemmes que vivent les gens ordinaires comme elle qui ont cette vie d'employés au milieu urbain, au milieu du XXe siècle. Et puis en 1947, c'est La paix des ruches. Et La paix des ruches, c'est un texte un peu particulier. Elle-même le qualifiait de roman un peu spécial, de compartiment à part de son œuvre. Il se trouve que c'est le texte le plus carrément, le plus franchement, le plus ouvertement féministe. Marcel Raymond, qui avait commenté le texte, le qualifiait de roman pamphlet. Et c'est vraiment un peu c'est un texte vraiment étonnant. J'y reviendrai aussi. Et c'est un texte qui correspond à ce moment où elle arrête d'écrire, où elle arrête de publier. Alors de nouveau, il y a des raisons objectives liées à sa vie, simplement, qui peuvent expliquer qu'elle se soit arrêtée d'écrire et de publier à ce moment-là. Tout d'un coup, un surcroît de travail, s'occuper de sa mère âgée, etc. Mais en même temps, quand on lit La paix des ruches et quand on réfléchit de nouveau un petit peu à l'histoire des femmes, à l'histoire du féminisme au XXe siècle, on se dit, un peu comme Alice Grobetti d'ailleurs, cette romancière neuchâteloise qui avait commenté l'œuvre d'Alice Riva et qui avait émis l'hypothèse que Alice Riva avait pu être découragée par la réception de La paix des ruches, qui c'est vrai a eu très peu de lecteurs à sa première parution, et que cette incompréhension à laquelle elle s'est confrontée à ce moment-là a pu la dissuader. Donc c'est sûr qu'il fallait de toute manière beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté de sa part pour écrire contre vents et marées en quelque sorte avec tout ce qu'elle avait à faire, mais si en plus on ne comprenait pas ce qu'elle faisait, c'est vrai que c'était potentiellement très décourageant. Et Ramu notamment, Ramu qui avait aidé la publication de Nuages dans la main, on le sait par une lettre qu'il lui a écrite, même s'il était bienveillant, n'avait visiblement rien compris à La paix des ruches. Donc il y a pu y avoir un effet quand même très démobilisateur de cette non-réception initiale de La paix des ruches. Et la romancière française Annie Ernaux, qui l'a lu récemment, me disait dans un email, mais ce roman a dû être illisible au moment de sa parution. Et c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on a quand on le relit aujourd'hui, on voit que c'est tellement actuel et que effectivement cette réception a été un peu décevante. Enfin, quoi qu'il en soit, elle revient à la publication quand elle a de nouveau le temps, c'est-à-dire que ses deux parents sont décédés, elle a pris une retraite anticipée et elle a le temps d'écrire. Et en 61, elle fait paraître un premier recueil de nouvelles, Sans alcool, et puis ça s'enchaîne. Vous voyez à quel point elle est productive quand même. Comptez vos jours, Le creux de la vague, qui est le deuxième volet de Comme le sable, ce qui nous indique aussi à quel point elle-même a une conception quand même de sa carrière littéraire comme un tout. C'est-à-dire qu'elle va rechercher des personnages, des intrigues qu'elle avait créées dans les années 40 avec justement le projet de faire plusieurs volets. Et puis L'alphabet du matin, qui est un texte où elle parle notamment de la région, où elle parle notamment de regarder les vignes et le lac. Elle parle de sa petite enfance qu'elle a passée essentiellement à Clarens, pas loin d'ici. Et c'est un texte dans lequel elle revient justement sur cette enfance qu'elle a eue, petite fille unique d'un père qui était omnibilé par la politique et en bagarre un peu avec tout le monde, et une mère qui essayait de composer, d'élever sa fille, de tempérer les ardeurs de son mari et d'avoir des rapports de bon voisinage avec tout le monde à Clarens. Donc c'est vraiment un récit très touchant et je vous le recommande vivement. De mémoire et d'oubli, un autre recueil de nouvelles. Et puis Jette ton pain, qui est vraiment un roman, on peut le dire, où Alice Riva réfléchit à ce que ça veut dire d'être une femme écrivain au XXe siècle. Et puis en 1980, elle sera reconnue ici, elle recevra le Grand Prix C.F. Ramu, qui est une récompense littéraire importante en Suisse romande. Et à cette occasion, Bertil Galland réunira certains de ses textes dans un recueil qui s'appelle « Ce nom qui n'est pas le mien », qui contient ce texte, cet article, et c'est le seul article que j'ai indiqué dans cette liste, qui republie cet article de 1945, Présence des femmes, qui est vraiment un texte étonnant,
En 1945, on est 4 ans avant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et Alice Riva a déjà compris que être un homme, être une femme, ça dépend de comment on regarde le monde. Ça dépend de comment on a été conditionné à se comprendre en homme, à se comprendre en femme, et comment finalement les signes, les images, les symboles qui nous entourent ont été produits par des visions d'hommes, par des visions d'auteurs, de peintres, de politiciens masculins, et comment les femmes sont silencieuses. Et ça, elle le dit déjà en 1945, et ce texte remonte à la surface, en quelque sorte, en 1980. C'est vraiment un texte étonnant. Et puis, en 1983, Les Traces de vie, que Françoise Fornereau, je crois, a contribué à éditer ou à rééditer, avec, où on réunit les carnets, les notes autobiographiques d'Alice Riva, et puis son tout dernier texte, une étude d'un poète ami, Jean-Georges Lossier. Alors, ici, ces deux images qui illustrent un petit peu ce qu'a été la vie quotidienne de cette auteure Alice Riva. La première étape, évidemment, consistait simplement à réunir des conditions objectives, matérielles, pour avoir ce temps de lire, ce temps d'écrire, ce temps de voir le monde autrement, qui n'est vraiment pas un vain mot pour les femmes de cette génération. Évidemment ce mot « chambre à soi » évoque le texte très connu de Virginia Woolf, « Une chambre à soi », qui avait un côté, qui a toujours peut-être un côté un peu provocateur, où, alors qu'on attendait que Virginia Woolf dresse un discours très complexe sur ce que ça veut dire d'être une femme qui écrit des romans, elle prenait un peu tout le monde à rebours en disant c'est bien simple, pour être une femme qui écrit des romans, il faut une chambre à soi dont on peut fermer la porte, et il faut être seul. Il faut avoir à la fois un espace physique, mais aussi un espace mental pour être seul, en dehors de la routine familiale, conjugale, etc. Ce qui signifie aussi avoir les ressources matérielles pour avoir cette chambre à soi, cet espace mental, etc. Donc, Virginia Woolf, finalement, déroulait ce fil de comment peut-on voir le monde en tant que femme à partir de cette question matérielle. Il faut avoir les moyens d'assurer son autonomie. Et cette question était extrêmement... sautait aux yeux des femmes de la génération d'Alice Riva, parce qu'effectivement, avoir son espace à soi, même quand éventuellement on aurait eu les moyens matériels de l'avoir, ce n'était pas dans les mentalités, ce n'était pas courant. Et dans plusieurs interviews, Alice Riva a dit si j'avais vécu à Lausanne, je n'aurais jamais eu ma chambre à moi, je n'aurais jamais eu le temps d'écrire. Donc, aller à Genève, de nouveau, ça s'explique par toutes sortes de raisons. Elle n'aurait pas trouvé, en tant que fille de Paul Gaulet, elle n'aurait peut-être pas fait l'école normale, qui était la formation des instituteurs et des enseignants ici, dans l'état de Vaud. Donc, émigrer en quelque sorte à Genève, c'était une assez bonne option. Et puis, en plus, à Genève, il y avait cet éloignement, et il y a eu cette nécessité, en quelque sorte, et cette possibilité de prendre son appartement. Donc elle arrive à Genève, je crois, autour de 1925. Dans un premier temps, elle explique aussi dans le plan fixe, elle loue une chambre chez un couple qui, dit-elle, la surveillait encore plus que ses parents. Et puis, donc ça vous dit bien aussi l'époque, et puis elle décoche un emploi fixe au Bureau international du travail, où elle gagne sa vie en étant secrétaire, donc comme à l'image de ces femmes qu'on voit représentées sur cette fresque. Et puis à partir de 1932, elle a son appartement, et je trouve, disons, touchant que de la part d'une femme qui a jeté autant de photos et autant de documents qu'Alice Riva, elle a gardé quand même plusieurs photos de son appartement avec elle, sans elle l'a peint aussi. Donc on se dit que ce lieu avait quand même un sens pour elle, comme il avait un sens pour, encore une fois, accru pour les femmes de cette génération, parce que ça n'allait pas de soi vraiment d'avoir un lieu à soi. Donc Alice Riva se fait représenter ici dans son appartement, dans une photo qui a vraisemblablement été prise par sa mère. Alors, comme je vous le disais, un terme qui compte pour elle, c'est le terme de romancière.
Et l'écriture, pour elle, c'est ça. Donc, c'est pas inventer des histoires, mais c'est écrire des romans. Alors, les romanciers qu'elle admire, il y en a plusieurs. Il y a Ramu, d'abord. Il y a Virginia Woolf, qu'elle admire énormément. Et il y a Proust, qui est aussi une de ses références. Elle a comme ça quelques grands modèles qu'elle cite régulièrement, par exemple, dans ses traces de vie, qui l'ont inspirée. Et Proust, d'ailleurs, elle veut être une des seules à le faire, mais elle le compare à Ramu aussi. C'est vraiment une œuvre qui la nourrit. Elle raconte également, on n'a jamais trouvé, en tout cas on ne l'a pas encore retrouvée à ce jour, la fameuse dissertation. Elle dit que pour entrer au BIT, parmi le concours, les exigences du concours, il fallait écrire une dissertation. Et qu'Albert Thomas, qui était alors directeur du BIT, avait donné comme sujet obligatoire à ces jeunes femmes qui allaient être secrétaires d'écrire une dissertation sur Proust. Et comme elle adorait Proust, voilà, elle était sortie première, elle avait écrit la meilleure dissertation sur Proust. Mais indépendamment même de cette anecdote, on voit bien en quoi Proust l'intéressait. C'est effectivement écrire des romans, ces romans qui sont un peu des récits, après tout, à la recherche du temps perdu, le narrateur, c'est pas Proust, mais c'est un peu Proust quand même. Comme dans l'Alphabet du matin, Anne, c'est un peu Alice Riva, mais c'est pas complètement Alice Riva. Ou dans Jette ton pain aussi, Christine Graff, c'est un peu Alice Riva, mais c'est pas Alice Riva. Ces personnages de fiction qui évidemment ressemblent beaucoup à la personne qui écrit, mais en étant des personnages de fiction, donnent à la personne qui écrit la liberté de poser des questions en reprenant des situations vécues, voire en les déplaçant un petit peu, en les inventant. Donc on est bien dans le roman, c'est-à-dire dans un rapport qui se veut assez libre avec la vérité, ou ce qui a été vécu, et qui se veut d'autant plus libre qu'on sait bien en tant qu'écrivain, qu'on sait bien en tant que personne qui a un rapport subjectif à la mémoire, que la mémoire est forcément subjective, et que ce que je considère aujourd'hui comme ce qui est arrivé hier, eh bien, je le verrai différemment après-demain ou dans 2 ans. Donc, cette étiquette romancière, ce rapport du romancier au fait, c'est cette liberté, c'est cette souplesse qu'il donne à Alice Riva, comme il l'a donné à Proust. Et puis, c'est cette écriture, encore une fois, je la compare aussi à Annie Ernaux, qui a ce livre magnifique, L'écriture au couteau. C'est cette idée qu'avec l'écriture, on gratte un peu la réalité, puis on va arriver à quelque chose de vrai, à quelque chose d'authentique, au-delà finalement de la surface, au-delà des conventions, au-delà du vernis, des habitudes. Et c'est ça l'écriture, c'est trouver petit à petit d'autres moyens de désigner les choses, d'autres moyens de comprendre ce qui s'est passé, de le nommer autrement pour finalement faire exister cette autre réalité. Donc cette définition qu'on trouve de l'écriture romanesque dans le temps retrouvé, ça correspond bien à ce que fait Alice Riva. Alice Riva disait notamment que cette section de la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, c'était son bréviaire de l'écrivain. Donc l'écriture, ça sert à retrouver, ressaisir cette réalité loin de laquelle nous vivons, cette réalité qui est nous, mais dont la vie quotidienne, le travail, les soins, etc., nous éloignent, et que l'écriture, elle sert justement à nous éloigner de ce qu'il appelle la connaissance conventionnelle pour retrouver ce que c'est vraiment soi, ce que c'est vraiment sa vie, qui est tout simplement notre vie. Et donc, Proust arrivait à ce paradoxe ici, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Alors là, je vous dirais aussi quelques mots de Ramu maintenant, puisque Ramu a été vraiment cette présence très très importante dans la vie d'Alice Riva. Alors certes, il est d'une génération plus âgée qu'elle, il est un écrivain largement confirmé quand elle-même débute. Justement, il est cette référence, il est cette gloire littéraire. Elle lit ce qu'il écrit, elle l'admire l'écrivain, elle a rencontré l'homme à plusieurs reprises. Elle a notamment contribué à une anthologie de poésie française dont Ramu était
disons, l'auteur reconnu comme l'auteur principal, c'est lui qui écrira la préface, mais tout le travail de recherche, de lecture, et même peut-être de choix de certains textes, c'est Alice Riva qui le fait. Donc, ils ont une première possibilité de collaborer, de se rencontrer sur ce travail d'anthologie. Pour Alice Riva, ça a beaucoup compté. Elle en parle comme finalement sa première entrée dans le monde de la littérature, à la fois lire plein de poèmes et être en contact avec Ramu. Et puis, à ce moment-là, Ramu, elle lui fait lire ce manuscrit de Nuages dans la main. Elle a écrit en secret, elle ne l'a dit à personne, ce qui de nouveau, je crois, on ne dira jamais assez, à quelque chose de très surprenant. Et puis, ce manuscrit, elle ne le fait même pas lire à des copines ou à des collègues. Elle a ce mélange d'extrême timidité de la personne qui écrit en cachette, puis en même temps quand même de grand courage, parce qu'elle va demander à Ramu son avis. Et or, Ramu, on a peut-être la peine à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est vraiment une des toutes grandes références à la littérature française en 1940. Donc, cette jeune femme qui fait ses petites notes pour une anthologie, qui a un manuscrit de roman, eh bien, elle va en avoir le cœur net, elle demande à Ramu. Et à ce moment-là, Ramu dit tout de suite, ça c'est important, c'est Nuages dans la main, et il précipite la publication du livre, il accélère un peu les choses, et le livre, Nuages dans la main, paraît, comme je vous l'ai dit, à la Guilde du livre. Donc vraiment, il y a un rôle déjà pratique, concret, très important entre Ramu et Alice Riva. Et puis c'est une relation qui est un petit peu à l'image aussi justement de tout ce qu'il peut y avoir de complexe pour une jeune femme qui écrit, qui doit prendre sa place en littérature à ce moment-là, parce que Ramu c'est une figure tutélaire, alors à la fois il y a la différence de génération, mais c'est aussi cet homme qui n'a pas toujours entendu ou n'a pas toujours saisi ces vérités de femme ou ce regard de femme que Alice Riva tentait d'imposer. Mais il a quand même une loyauté envers elle et il l'a vraiment soutenue. Donc c'est pour ça qu'il a quand même... il joue un rôle central vraiment dans la possibilité même d'existence d'Alice Riva. Et puis à droite, je vous ai mis un manuscrit de Nuages dans la main. C'est à ma connaissance le seul manuscrit qu'on ait. Sinon on a des tapuscrits, comme elle était dactylographe, elle tapait ses romans elle-même à la machine. Et ça c'est le manuscrit de Nuages dans la main qu'elle a donné à la bibliothèque de Lausanne justement au moment où elle a reçu ce fameux prix Ramu. Et on se dit que cette femme qui effectivement avait un rapport probablement assez lucide, assez détaché à la matérialité des choses, ça elle l'a peut-être gardé un peu par fétichisme, parce que franchement il est un peu illisible, enfin il est écrit en partie en sténo, donc à moins de lire la sténo ou d'être Alice Riva soi-même, franchement on n'en fait pas grand-chose. Mais voilà, effectivement elle raconte dans ses traces de vie, dans ses carnets autobiographiques, et dans une des préfaces de Nuages dans la main, que ce roman, elle l'a écrit le premier jet pendant qu'elle était en vacances sur un bloc de sténo qu'elle avait shippé au BIT. Et on le trouve dans les archives, ce bloc de sténo, elle l'a même attaché avec un joli ruban rouge. Et pendant des années, comme elle le dit ici dans ses traces de vie, elle a rempli des corbeilles de papier, et l'écriture de Nuages dans la main l'a occupée pendant une bonne dizaine d'années. Alors, ce premier texte, de quoi parlait-il ? Il est un peu à l'image de ce qui va intéresser Alice Riva. Il est aussi à l'image de la très grande différence qu'il y a finalement entre Alice Riva et Ramu. Ici, vous avez une illustration qui orne la toute première édition qui était parue à la Guilde du livre. Et vous voyez que sur cette illustration, dans le fond, on reconnaît le bâtiment du BIT, qui aujourd'hui est le bâtiment de l'OMC. Et ce bâtiment du BIT, c'est là qu'Alice Riva passait toutes ses journées pour gagner sa vie. Et son roman se passe dans ce cadre-là. Donc, contrairement au roman de Ramu qui parle un peu d'ici, qui ont comme personnages des personnages de la campagne, ou de la montagne, ou de la vigne, les personnages d'Alice Riva, c'est des personnages urbains.
tout se passe en ville. Et c'est des personnages qui se confrontent aux difficultés, aux dilemmes que pose la vie moderne, le travail rémunéré, le travail salarié. Comment est-ce qu'on fait des choix de vie? Comment se posent les questions, les grandes questions de la vie? Comment elles se posent finalement dans ce tout venant des jours, dans cette vie ordinaire? Donc c'est vraiment ça les sujets des romans d'Alice Riva. Le BIT, c'est le décor du roman, non seulement parce que c'est son lieu de travail, c'est le lieu qu'elle connaît bien, mais dans sa réflexion de romancière qui s'intéresse au cours du monde, qui s'intéresse aux relations sociales, qui a une vision politique, le BIT, c'est aussi un cadre parfaitement adapté, parce que c'est vraiment un théâtre du monde. Et donc on suit la vie de ces personnages qui ont évidemment une vie personnelle, des relations sentimentales, des histoires affectives, etc. Mais on ne peut pas dissocier ces histoires du contexte dans lequel ils évoluent, qui est celui en l'occurrence de la guerre d'Espagne, qui est celui d'un travail rémunéré avec un personnage central, Alain Saint-Agne, dont elle dit Saint-Agne c'est moi, hein, qui est ce personnage complètement tiraillé d'ailleurs, qui parle un petit peu comme Ramu à certains égards, donc on voit bien l'allusion plus ou moins ironique à Ramu dans ce roman. Il est tiraillé entre comment est-ce que je peux donner un sens à ma vie en étant un petit employé de bureau qui organise complètement sa vie en fonction du salaire qu'il va recevoir à la fin de chaque mois, alors que j'ai l'impression que mon travail n'a pas de sens, alors que dans le même temps, il y aurait des choses héroïques à faire pour aller se battre aux côtés des républicains espagnols, ou alors faire un vrai travail comme Ramu nous incite à le faire, un travail qu'on suit de bout en bout, comme le font le paysan ou le vigneron. Donc Saint-Agne, c'est vraiment ce personnage qui se pose ces questions et qui écrit aussi des poèmes en cachette, comme Alice Riva devait écrire en cachette. Donc c'est vraiment le personnage central du texte, mais qui est dans des dilemmes typiques de la vie moderne. Hein. C'est un petit employé de bureau. Et comme je vous l'ai dit, l'idée sert à imbriquer les histoires personnelles avec les histoires collectives. Et ça, c'est vraiment une des marques de fabrique, si on peut dire, de l'écriture romanesque d'Alice Riva. C'est à quel point l'histoire, avec un grand H, est toujours imbriquée dans la vie des individus. C'est-à-dire que ce ne sera jamais des individus qui peuvent, des personnages qui auront des questions psychologiques qui seraient censées avoir une portée universelle ou pertinente pour tout le monde. On sait très bien que s'ils se posent ces questions, c'est parce qu'ils sont dans telle situation. La situation est toujours très importante, donc vraiment l'histoire et l'individu sont imbriqués l'un dans l'autre. Et puis aussi, une des choses très importantes que nous dit Alice Riva, c'est que, alors peut-être aujourd'hui pour nous au XXIe siècle, c'est un type de question qui est devenu assez banal à poser, mais ça ne l'était pas au milieu du XXe siècle quand elle écrit. Elle réalise que, enfin elle nous fait comprendre, je crois qu'elle l'a réalisé depuis très longtemps, que finalement ce rapport à la modernité, hein, et certes, la modernité, on peut penser au temps moderne de Chaplin, enfin c'est le travail à la chaîne, c'est la division du travail, c'est le travail en usine, c'est la guerre. Il est là, mais pour autant, les hommes et les femmes n'ont pas exactement le même rapport à cette modernité. Certes, cette modernité, elle est aliénante, elle est déshumanisante pour les uns comme pour les autres, à beaucoup d'égards, mais il se trouve aussi que cette modernité, que cette période moderne, où pour la première fois on peut être autonome avec un salaire en ville, elle permet des choses pour les femmes, elle permet une forme d'émancipation pour les femmes qui n'était pas disponible avant. Donc cette période qui est horrible et catastrophique à plein d'égards pour les hommes, voire pour une conception générale de l'humanité, il se trouve que simultanément, c'est le moment où les femmes ont commencé à pouvoir s'émanciper. Donc hommes et femmes ont vraiment un rapport très différent à cette période, et ça on le voit aussi dans Nuages dans la main. Effectivement, Alain Saint-Agne est un personnage en souffrance, qui souffre énormément, mais sa femme, ses collègues féminines de bureau ne se posent pas les mêmes questions et ne voient pas les choses de la même façon. Alors voilà ce fameux roman féministe, La paix des ruches, que je ne saurais trop vous encourager à lire. Ici, vous avez la page de titre, la couverture de cette première édition qui était parue en 1947. Il avait fallu bien 2 ans pour trouver un éditeur
daigne publier ce brûlot, en quelque sorte. C'est un roman qu'elle écrit, certes, dans l'énergie, dans la foulée de ce qu'elle a écrit précédemment, mais qu'elle est aussi fortement encouragée. Il y a une très belle correspondance qui a été publiée par Françoise Forneau, qui est ici, entre Pierre Girard, le romancier genevois, et Alice Riva. Et Pierre Girard, comme Ramus, c'est un homme qui est plus âgé qu'Alice Riva, mais qui a lu une nouvelle d'elle et qui lui fait croire à son talent, qui lui dit « Vous êtes écrivain, c'est fantastique ce que vous écrivez ». Et lui, ce qu'il a aimé, c'est une nouvelle qui s'appelle « Une Marthe », où pour la première fois, Alice Riva, Une Marthe, elle se trouve dans le recueil Sans alcool, si jamais que vous trouvez facilement en librairie. Et dans cette nouvelle Une Marthe, qui paraît en 1944, Alice Riva avait pour la première fois déroulé comme ça une vision du monde avec une narratrice qui s'appelle Marthe, et puis qui raconte les choses de son point de vue. Et tout ce qu'elle raconte est un peu en porte-à-faux et assez inattendu, parce que simplement en tant que femme, voilà, elle n'a pas le temps de lire pendant que ses frères lisent, elle doit passer son temps à faire telle tâche qui l'enquiquine, alors qu'elle aimerait elle aussi pouvoir faire la même chose que ses frères. Donc elle avait introduit cette vision, cette discordance, dans une forme assez ironique comme ça, de qu'est-ce que ça fait d'être une femme, finalement, dans cette époque moderne. Et Pierre Girard est quelqu'un qui va l'encourager, qui va lui dire « mais écrivez-nous quelque chose comme Marthe, c'est là que vous êtes bonne, c'est là que vous devez faire quelque chose ». Et encouragée par Pierre Girard, elle va écrire ce texte, La paix des ruches, qui se présente comme le journal intime tenu par Jeanne Bornon. Donc c'est un pseudo-journal. Et cette femme qui commence à écrire un peu en cachette, c'est une femme mariée, bien sous tout rapport, mais qui, comme elle le dit dès qu'elle commence la première ligne du roman, « Je crois que je n'aime plus mon mari ». Et au milieu du XXe siècle, la vie d'une femme était entièrement réglée par, finalement, le mariage, sa vie conjugale, et tout s'organisait en fonction de ça. Mais à partir du moment où cette brave dame n'aime plus son mari, voilà, on tire le fil et tous les chevaux se défait. Et donc Jeanne Bornon écrit ce roman, son journal, à la première personne. Donc Alice Riva a choisi une narratrice tout à fait banale, hein, c'est pas une héroïne, c'est pas une révoltée, c'est pas une féministe, c'est vraiment une femme qui toute seule découvre en quelque sorte l'inadéquation des modèles qu'on lui a donnés, auxquels elle a cru elle-même, avec finalement sa vie, ce qu'elle est. Est-ce que c'est, comme le diront les lectrices du deuxième sexe à Simone de Beauvoir, je croyais que j'étais folle, mais j'ai réalisé que c'était le monde autour de moi qui n'allait pas. Jeanne Bornon, à son échelle, elle fait cette découverte-là, qu'elle ne correspond pas à ce qu'on croit d'elle, à ce qu'on croit qu'elle est, à ce qu'on attend d'elle, et que c'est pas tant elle qui ne va pas bien, mais c'est l'organisation du monde qui est problématique. Donc c'est un roman extrêmement subversif, extrêmement provocateur, et quand on réalise qu'il a été écrit en 1947, on se dit qu'effectivement, un des problèmes de la carrière d'Alice Riva, c'est d'être si souvent tombée entre les gouttes. Elle était souvent tellement tôt sur des sujets qui n'arriveront que beaucoup plus tard à la conscience des gens que, effectivement, on a pu l'ignorer. Hein. Même si le deuxième sexe est 49, c'est en gros dans les années 60 que ce texte deviendra important. Et puis c'est un texte, comme l'indique son titre, La paix des ruches, dans laquelle la question pacifiste et la question féministe sont imbriquées. L'époque d'Alice Riva, le XXe siècle, c'est le siècle des guerres mondiales, qu'elle vit à distance en étant en Suisse, mais dont elle est évidemment éminemment consciente, hein, travaillant au BIT, qui ferme à cause de la guerre pendant justement la période de la Deuxième Guerre mondiale, avec un père militant, un père qui évidemment est un peu aux premières loges de ce qui se passe entre l'URSS, les Alliés, etc. Donc elle est extrêmement motivée, elle est extrêmement au courant de ce qui se passe, très touchée par, comme tout le monde, par cette guerre qui déboule dans la vie des civils. Elle a des collègues anglais, elle est en correspondance avec eux, elle sait ce que c'est le Blitz. Donc cette guerre qui est vraiment inévitable, qui est partout, et qui donc ne concerne pas seulement des militaires ou seulement des gouvernements, mais concerne la vie de tout un chacun. Son personnage, Jeanne Bornon, réfléchit dessus aussi, puisque c'est finalement aussi dans l'intimité de la vie domestique que la guerre soulève ces questions. Et le titre, La paix des ruches,
fait allusion à la fois, donc c'est pas un roman qui parle clairement du mariage ou du divorce ou des problèmes de femmes, c'est un roman qui s'appelle La paix des ruches, parce que d'une part c'est une allusion à son père, Paul Bolet, qui a été un des tout rares lecteurs à comprendre et aimer le texte dès sa parution. Et La paix des ruches, c'était le logo de l'Internationale socialiste. Donc il y avait un dessin, il y avait une ruche et puis il y avait ce logo, La paix des ruches. Et puis, dans le roman même, vous avez une réflexion sur les ruches, une réflexion un peu provocatrice sur finalement ces ruches qui correspondent à des modes d'organisation sociale dont les mâles ont été bannis, puisque les bourdons ont disparu, et qui s'organisent autour d'une reine à partir d'éléments exclusivement féminins. Donc voilà le pourquoi du titre. C'est un texte qui a une réception difficile, qui n'a pas été compris à sa parution. C'est un texte qui a valu une réputation de féministe à Alice Riva, qui est une réputation lourde à porter tout le temps, mais en littérature encore plus qu'ailleurs. Et on le sait parce que, notamment dans les échanges de lettres qu'elle a avec l'écrivain genevois Jean-Claude Fontanet, qui a une génération alors plus jeune qu'elle, qui est un jeune écrivain qui rencontre Alice Riva, écrivain confirmé. Il a beaucoup aimé les nouvelles de Sans alcool, il a beaucoup aimé sa rencontre avec Alice Riva, et puis assez gentiment, dans une lettre, il lui dit « Oui, finalement, vous ne souffrez pas autant d'androphobie qu'on le dit. » Voilà, donc on se dit, effectivement, elle devait avoir une réputation assez terrible. Et puis, c'est ce dernier roman, avant, comme je vous le disais, la longue traversée du désert d'Alice Riva. Là, ici, vous avez ce fameux père, Paul Bolet, qui était encore une fois connu comme le loup blanc dans le canton de Vaud de son vivant, et dont elle dit, dans Ce nom qui n'est pas le mien, à quel point lui a aimé effectivement La paix des ruches. Il n'a pas forcément aimé Nuages dans la main ou son entrée en littérature, il était un peu hésitant, cette fille romancière, etc. Mais ça, il l'a reconnu, ça, il a dû reconnaître, ça c'est vraiment ma fille qui a écrit ce texte. Et elle le décrit relisant La paix des ruches et ayant beaucoup apprécié ce livre. Donc on voit qu'il y a une connivence, disons, entre Paul Bolet et Alice Riva sur La paix des ruches. Alors, encore une fois, quelques dates, mais pour peut-être réfléchir ici à ce que ça signifie du point de vue, justement, du développement de la personne, que cette interruption dont je vous parlais, de presque 15 années au milieu de sa production littéraire. Sur la droite, vous avez une représentation de son intérieur, peinte par elle-même. Donc son petit appartement de l'avenue Weber qu'elle a peint, avec son piano qui est toujours là parce qu'elle était aussi une excellente pianiste, sa petite table à elle vraisemblablement où elle écrivait, enfin, et ça elle l'a gardé aussi, on le trouve aux archives littéraires suisses à Berne. Alors dans ces dates, regardez ce qui se passe justement dans cette fameuse traversée du désert des années 50, son père meurt. Et quand son père meurt, sa mère vient habiter chez elle à Genève. Ce qui signifie que cet appartement à elle, cette chambre à elle, qu'elle avait réussi quand même à négocier en plein XXe siècle, et bien voilà, sa mère se retrouve, craque au milieu de ce qui était son indépendance. Et elle va vivre avec sa mère, elle va accompagner cette mère en fin de vie jusqu'en 1958. Et puis en 1959, elle prend une retraite anticipée. Elle le note d'ailleurs dans ses traces de vie, mon dernier jour au BIT, pour pouvoir se consacrer entièrement à l'écriture. Et puis suivront les autres textes, et notamment en 1966, ce texte qui s'appelle « Comptez vos jours », qui est assez bref, que je vous recommande, qui est un peu un texte bilan, où elle réalise qu'elle est une femme de 65 ans, que les textes qu'elle a publiés dans les années 40, c'est des textes où elle parlait de son présent, et puis qu'en tant que femme de 65 ans, elle change de perspective, comme elle le dit, c'est-à-dire qu'elle va regarder son passé, elle va explorer son passé. Ça va être moins des textes sur le présent que des textes où elle revient sur ce qu'elle a vécu, elle fait ce travail de mémoire, et donc elle va écrire le récit de sa petite enfance. Mais elle va aussi reprendre finalement ses réflexions sur ce que signifie être une femme écrivain.
Et vous voyez à quel point les textes sortent régulièrement à ce moment-là. 66, comptez vos jours. 67, le creux de la vague, qui est le deuxième volet de Comme le sable, ce qui montre bien, encore une fois, la continuité. Elle va reprendre des personnages, reprendre des situations, mais elle avait ce projet dès le départ. Et puis 68, l'alphabet du matin, où elle parle de sa petite enfance. Puis, il y a une nouvelle édition de La Paix des ruches, qu'on fait revivre à ce moment-là, grâce à notamment une préface très belle de Marcel Raymond. Et puis, Jette ton pain, ce roman sur la femme écrivain. Alors, juste quelques mots sur Le creux de la vague, qui, je crois personnellement, est le roman d'Alice Riva que je préfère. C'est vraiment un roman dans lequel Alice Riva s'interroge sur ce qui, finalement, ce qui reste le mystère, l'incompréhensible pour nous tous par rapport au XXe siècle. Hein, comment cette guerre générale, comment ce massacre des gens, comment cet holocauste, comment tout ça est possible. Hein, et d'ailleurs, je vous ai reproduit une page d'un article qu'Alice Riva avait écrit elle-même à Bon Accueil, où elle avait été rencontrer des rescapés des camps qui étaient près de Lausanne. Et c'est un roman où elle reprend ces personnages de Comme le sable, donc ces employés de bureau du BIT. Comme le sable, ça se passait en 28, donc quelques jours, quelques mois, en quelque sorte, avant le crash de 29. Donc, qu'est-ce qui fait que ces employés de bureau ont ces vies ordinaires et parlent du cours du monde, parlent du travail dans le monde et ne voient pas venir le crash, cette catastrophe. Et là, ça se passe en 1933, au moment où Hitler accède au pouvoir. Et de la même manière, cet événement est perçu, est lu dans le journal, mais évidemment, aucun de ces personnages ne peut anticiper. Et c'est ça la question d'Alice Riva. Comment est-ce qu'on vit le présent? Comment est-ce qu'on a, elle le dit en interview, comment est-ce qu'on a vécu des vies ordinaires, finalement, alors qu'on on était au bord du gouffre, on était au bord de la catastrophe. Et ça, c'est vraiment cette question lancinante qui revient. Et elle montre quelque part comment c'était possible, comment on a vécu ces vies ordinaires, comment on aurait pu savoir, mais qu'on n'a pas regardé, comment... peut-être on ne pouvait pas se douter, mais comment effectivement toutes sortes de signes étaient là, encore une fois, pris dans son quotidien, les gens n'ont pas pris, donc n'ont pas capté. Donc c'est vraiment un très beau texte. C'est un texte qui aussi illustre la ténacité, la volonté d'Alice Riva, parce qu'elle a ce projet dont elle parle dans les années 40, à Pierre Girard notamment. Hein. Elle sait qu'elle va écrire une fresque romanesque en plusieurs volets, avec chaque fois une descente à partir de quelques jours d'une année donnée. Donc elle l'a fait pour Comme le sable en 28, et elle voulait le faire jusqu'à la guerre. Mais voilà, elle est interrompue, elle ne le fera pas. Par contre, dès qu'elle a nouveau le temps d'écrire, elle revient sur ce qu'elle appelle ces années tellement ardentes pour faire un deuxième volet. Mais évidemment, plus personne ne connaît Alice Riva dans les années 60. Hein, elle le dit, elle a été voir, il y a une vente, comme elle dit, de littérature romande à Balexer, je ne sais plus où, et elle y va incognito et elle remarque que personne n'a acheté ses livres. Donc elle sait bien que plus personne ne la connaît. Donc ces personnages, elle doit les faire revivre. Donc vous avez un certain nombre de flashbacks aussi dans Le creux de la vague. Donc si vous n'avez pas lu Comme le sable, vous pouvez très bien lire Le creux de la vague tout seul. Mais elle va reprendre tous ces personnages, elle va reprendre toutes ces situations et elle va écrire ce texte qu'on peut comparer au roman Les années de Virginia Woolf, où de la même manière vous avez ces plongées à partir de quelques jours arbitrairement choisis d'une année à l'autre. Et puis ce qui l'intéresse, c'est vraiment de comment est-ce que les vies ordinaires ont été marquées par la guerre, par les rapports de classe, hein, le chef de bureau, la secrétaire, quel rapport ils ont à la vie, à ce qui se passe, c'est pas les mêmes. Les hommes, les femmes, mais aussi les personnes qui sont comme Ellen Bloom, qui est ce super personnage qui est au cœur de Comme le sable et qui est au cœur du creux de la vague, qui est à la fois la seule femme parmi les chefs de bureau, donc elle est la seule femme qui dicte des rapports et qui n'est pas sténographe elle-même, mais qui a sa thèse universitaire et donc qui est parmi les personnes qui réfléchissent à l'époque contemporaine au BIT. Et puis elle s'appelle Bloom.
elle est juive, mais elle a ce dilemme dont parle aussi Simone de Beauvoir, elle a pensé qu'elle pouvait l'oublier, ou dont parle aussi Virginia Woolf, que finalement ça ne la concerne pas, elle est laïque. Et puis petit à petit, les événements vont lui imposer de prendre en compte cette partie d'elle-même, vont lui imposer de considérer cette partie, cette dimension-là du fascisme et cette identité, cette partie-là de l'identité des réfugiés. Et puis vous avez aussi un autre beau personnage qui est Madame Peter, qui est la femme âgée. Et la femme âgée, chez Alice Riva, c'est souvent le personnage qui voit juste. Ces personnages qui sont devenus un peu invisibles, comme malheureusement le deviennent les femmes âgées dans une société traditionnelle, mais qui a la lucidité, qui a l'expérience, qui a la lucidité, et qui a ce potentiel critique du fait qu'elle est effacée. Elle a un très grand potentiel critique, et Madame Peter, c'est le personnage pacifiste du Creux de la Vague. Et puis c'est un roman qui a valu aussi, je terminerai par là cette diapositive, qui a valu le prix des écrivains genevois à Alice Riva. Donc on voit comment, avec le Creux de la Vague, elle reprend sa place, sinon en France, en tout cas en Suisse romande. Donc à partir de là, elle est de nouveau un écrivain quand même très reconnu, de poids en Suisse romande. Et puis, donc vous avez cette deuxième partie de carrière dont je vous parlais, où elle revient sur son passé. Donc voilà la famille Gaulet au complet, donc son père militant de gauche, sa mère, Ida Gaulet, et elle-même qui a sur cette photo une 12aine d'années. Donc elle va réfléchir à cette famille, à cet héritage qui est le sien, commence à la conditionner en tant que personne, commence à la conditionner en tant que femme, commence à la conditionner sociologiquement. Donc Comptez vos jours. Il y a des très belles pages sur l'ascendance maternelle et sur l'ascendance paternelle. Dans l'alphabet du matin et dans Jette ton pain. Alors l'alphabet du matin, il est vraiment consacré à ces tensions qu'ont créées finalement les convictions politiques du père dans cette vie ordinaire d'une famille vaudoise à Clarens dans les premières années du XXe siècle. Elle avait, quand on voit les archives à Berne, on voit qu'elle avait un peu le projet même d'écrire une suite à l'alphabet du matin, parce que l'alphabet du matin tel qu'il est, il constitue un tout déjà, mais elle l'arrête quand elle a 14 ans. Mais Jette ton pain est un texte qui, en quelque sorte, a déboulé dans la vie d'Alice Riva. Elle le raconte dans ses traces de vie. C'est un texte dans lequel elle parle de la relation mère-fille, qui est cette relation qui va vraiment occuper ses dernières années d'écriture. Alors, un point de comparaison, ça pourrait être Virginia Woolf, qui encore une fois a beaucoup compté pour elle. Elle parle de la liberté totale de Virginia Woolf, avec ces questions assez basiques. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change d'écrire en tant que femme? Je cite Sartre et Beauvoir. Si vous regardez les mémoires de Beauvoir, Beauvoir raconte comment elle s'est mise à écrire le deuxième sexe finalement un peu par hasard. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui l'attire, ce qui la tente, c'est d'écrire ses propres mémoires en tant qu'écrivain. Et puis, dans un premier temps, elle se dit, bon, c'est sûr, j'ai été une femme, mais finalement, ça n'a pas tellement compté intellectuellement. Et puis, Sartre insiste, lui dit, oui, mais quand même, vous n'avez pas été éduqué comme un garçon, vous deviez regarder de plus près. Et puis, c'est là que Beauvoir dit, j'ai regardé de plus près et j'ai eu une révélation. J'avais grandi dans un monde d'hommes, tous les symboles avaient été produits par des hommes et je n'y avais jamais fait attention. Et crac, elle part faire des lectures à la Bibliothèque nationale parce qu'elle réalise qu'effectivement, elle a été conditionnée comme ça. Et donc ça, c'est vraiment aussi la question d'Alice Riva, avec, évidemment, comme chez Beauvoir, cette question, ça a forcément un impact sur l'écriture. Parce qu'au nom de quoi, finalement, quand on dit « nous », quand on dit « il », neutre, abstrait, au nom de quoi existent les généralités, les jugements, les définitions courantes. Et Woolf l'inspire énormément. Elle a lu son journal, elle parle de ce journal de manière très, très personnelle. Donc elle admire l'écrivain, mais on voit qu'il y a un lien personnel à la femme. Là, je vous ai mis une photo où Virginia Woolf, qui s'appelle à l'époque Virginia Stevens, et un enfant de 2 ans assis sur les genoux de sa propre mère, Julia Stevens, dont elle parle dans le roman La promenade au phare. Et puis à côté, vous avez une photo de Virginia Woolf où elle s'est amusée à revêtir une robe de sa mère qui montre bien à la fois
je trouve ce qu'il y a de... Ce que ces femmes partagent, hein, elles se ressemblent, elles ont le même corps, elles peuvent même mettre la même robe. Mais Virginia Woolf, comme Alice Riva, est bien un peu décalée par rapport à cet habit victorien. On voit, Virginia Woolf est franchement déguisée dans cette robe d'une autre époque, d'un autre âge, parce qu'il y a vraiment une... On a de la peine à l'imaginer aujourd'hui, mais il y a vraiment une rupture énorme entre ces mères traditionnelles comme Julia Stevens ou comme Ida Ether, un peu victorienne, et d'ailleurs Alice Riva utilise le mot victorien pour qualifier sa mère, et ces jeunes femmes modernes qui sont à la recherche d'autres manières de vivre, hein, qui ne veulent pas vivre comme leur mère, tout en étant extrêmement loyales à la mémoire de leur mère. Donc elles sont vraiment dans un conflit, dans une tension très problématique à gérer. Certes, elles ne vont pas vivre comme leur mère, elles ne veulent pas d'une vie conjugale, elles ne veulent pas d'une vie traditionnelle, mais en même temps, elles ne veulent pas complètement tourner la page non plus, parce qu'elles se rendent bien compte que elles savent que c'est dans la vision du monde de leur mère qu'elles vont trouver des choses à dire, et que cette vision du monde de leur mère, il y a finalement qu'elles qui sont conscientes qu'il faut la dire. Hein. Et donc, dans la chambre à soi de Woolf, vous trouvez cette phrase très simple. Car nous pensons à travers nos mères, si nous sommes des femmes, chercher de l'aide chez les grands écrivains hommes est inutile, quel que soit le plaisir qu'on puisse y trouver. Parce qu'effectivement, dire les femmes, à partir de ce point de vue de filles, de femmes victoriennes, en quelque sorte, c'est ça. Sinon, finalement, on va montrer les femmes comme on les a toujours montrées. Or, comme dit Beauvoir, c'est les hommes qui ont produit les symboles, les tableaux, les œuvres littéraires, etc. Et donc, ce petit essai de 45, je vais accélérer un petit peu pour ne pas vous prendre trop de temps. Encore une fois, il est fantastique parce qu'il arrive très tôt. Il faut bien imaginer la difficulté que c'est de dire ce qu'elle dit, ce que dira Beauvoir dans le deuxième sexe. Hein. On s'exprime dans la langue et dans la littérature même qu'on est en train de critiquer. Hein. Donc, on n'a pas de position d'énonciation. C'est très dur de dire ça fait une différence d'être une femme et d'écrire sans retomber dans le cliché. Hein. Or, c'est cette position très difficile qu'Alice Riva, comme Simone de Beauvoir, comme Virginia Woolf essayent de trouver. Oui, on voit les choses différemment, mais ce n'est pas la différence homme-femme dont vous nous parlez habituellement, c'est une différence que nous, on va vous expliquer. Et puis pour vous l'expliquer, on n'a que cette langue, ces adjectifs, ces termes que tout le monde utilise. Donc effectivement, elle utilise les termes féminins, masculins qu'elle essaye de renégocier, mais elle les renégocie. Et une des choses auxquelles elle nous rend attentifs dans ce petit essai qui est disponible dans ce nom qui n'est pas le mien, c'est, comme le dit Beauvoir dans ses mémoires, c'est à quel point cette tradition littéraire, ce monde de l'art, parle tellement peu de nous les femmes, de ce qu'ont vécu les femmes depuis la nuit des temps, qui n'ont pas été celles qui produisent des tableaux, qui produisent des poèmes, etc. Hein? Et comme elle dit, pour cette génération, qui est la génération des femmes qui, pour la première fois, vont à l'université, ont accès à des professions, hein, la tentation, ou l'illusion, c'est qu'on va faire les mêmes professions, on va occuper les places comme tout le monde, comme les hommes. Or, Woolf et Riva disent, oui, on va les prendre ces places, on espère qu'on les prendra, mais si on les prend, ça va changer le tout. Hein, on ne peut pas juste boucher un trou. Donc, réaliser qu'effectivement, cette place, on va la prendre, mais si on la prend, ça va forcément avoir un potentiel critique, alors que... Et donc, on ne va pas être des bonnes élèves. Hein. Et donc, ce n'est pas parce qu'on nous invite à rejoindre l'université, encore une fois, c'est très important. Hein. Pour la première, Simone de Beauvoir fait partie de la première génération de femmes admises à la Sorbonne. Hein. Donc, c'est vraiment des premières importantes, mais pour autant, voilà, ça va avoir des conséquences. On ne va pas juste, encore une fois, s'asseoir là et ça ne va rien changer. Or, le problème d'Alice Riva, comme le problème de Virginia Woolf, et un peu le problème de Simone de Beauvoir qui va se mettre à écrire des mémoires, c'est que non, on ne va pas être des bonnes élèves. On va forcément déranger les choses. Hein. Or, on a tellement l'habitude de voir les choses que ce biais masculin de l'universel, ce biais androcentrique, comme on l'appellerait aujourd'hui de l'universel,
on s'en aperçoit même pas. On croit qu'on est dans le neutre, on croit qu'on est dans l'universel, et donc on fait les bonnes élèves. Or, comme le dit Riva, il faut, voilà, le cubisme, le surréalisme, même l'existentialisme, dit-elle ici, hein, c'est peut-être pas complètement nous, hein, en tout cas ça devrait se renégocier, se discuter. Donc, il faut écrire en tant que femme, plutôt qu'en ancienne bonne petite. Hein. La bonne petite, c'est l'étiquette qu'elle avait. Hein. D'ailleurs, un des documents assez touchants qu'on avait trouvé avec Roger Chapelu, qui a fait les illustrations de mon livre, c'était un carton qu'on voit Paul Gaulet à sa fille, au moment où elle fait cette photo qui sert de couverture. Il essaie de dissuader sa fille de faire cette photo parce qu'il lui dit, c'est pas le moment, tu n'es pas encore assez connue. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle a plus de 40 ans, et puis il lui écrit « mon petit ». Hein. Donc, or, elle veut exister, évidemment, en tant qu'adulte, en tant que personne qui a sa vision propre, et donc, mais pourtant en tant que femme. Donc, encore une fois, comment prendre cette position intermédiaire? Et là, je vous ai cité un extrait de l'Alphabet du matin. On voit, dans l'Alphabet du matin, la perspective, c'est toujours celle justement de la petite fille. Hein. Alice Riva tente de reconstituer la façon qu'avait la petite fille de comprendre le monde, de comprendre les tensions entre son père et sa mère. Et puis de temps en temps, vous avez une narratrice adulte ou une perspective d'adulte qui vient un peu compliquer le regard de cet enfant, comme dans ce passage, où certes, elle décrit une petite fille qui est complètement attachée et loyale envers sa mère à 100%, quitte parfois à être contre son père, mais où l'adulte, Alice Riva peut nous dire à quel point justement cette loyauté absolue envers la mère lui a pesé. Hein. Si je ne connaissais pas encore toute l'étendue de son pouvoir, déjà je le subissais, je ne savais pas encore que le jour viendrait où je manquerais d'étouffer sous son poids de séduction, de domination et d'incitation irrépressible. Horreur du moment où il faut écarter le visage de sa mère comme un écran qui vous cache le monde. Donc, à la fois, il faut lire, il faut se souvenir des choses à travers sa mère, mais sa mère, ça peut aussi être un écran qui nous cache le monde. Et donc, Jette ton pain, ce dernier roman, c'est une façon d'écrire inédite. Hein. À part ça, Alice Riva construisait très soigneusement ses romans, prenait des notes, et là, elle raconte dans ses traces de vie, dans ses carnets, à quel point ce roman lui est tombé dessus tout fait, en quelque sorte. Hein. Écrit le mot fin à mon roman, ou du moins sa première version lisible, son titre provisoire, Christine Grave, etc. Écrit presque d'un jet, sans souci de style, etc. Donc, vraiment, ce texte est surgi comme ça du plus profond d'elle-même, et c'est une expérience d'écriture qui fait penser à ce que dit Virginia Woolf elle-même du roman qu'elle a consacré à la mémoire de sa mère, la fameuse Promenade au phare, où elle dit aussi ça. Elle dit je me promenais et les mots sortaient de ma bouche comme des bulles de savon. Je l'ai écrit d'un jet très rapidement. Et donc Virginia Woolf, elle avait perdu sa mère encore enfant, avait été traumatisée par cette perte, et avait vécu une bonne partie de sa vie adulte avec cette obsession d'entendre toujours la voix de sa mère. Hein. Et elle dit, en écrivant ce roman, j'ai fait ce que fait vraisemblablement la psychanalyse, c'est-à-dire une fois que j'ai couché ce roman sur le papier, je n'ai plus jamais entendu la voix de ma mère. Donc ça dit quelque chose sur à quel point cette écriture des femmes, enfin cette interrogation qui les a tenaillées toute leur vie, ça part de profond, hein, ça part de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la surface, comme dirait Proust, des symboles, des façons de voir, des façons de comprendre habituelles, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu du plus profond d'elle-même. Et dans ce premier jet de ton pain, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, effectivement, elle a été elle-même dépassée par cette conscience qu'elle devait écrire ce texte. Donc voilà ce roman dont l'édition originale, tel qu'il apparaissait chez Bertil Galland en 79. Il avait été repris en même temps par Gallimard. Bertil Galland avait une collaboration avec Gallimard, donc ce qu'il publiait en Suisse était publié aussi à Paris chez Gallimard. Mais Gallimard, je ne sais pas si c'était une mauvaise plaisanterie ou s'il n'avait vraiment pas compris le texte, mais comme bandeau de couverture, ils avaient proposé à Alice Riva de mettre à quoi rêvent les vieilles filles. Donc ça montre bien que, je ne sais pas, ils pensaient que des femmes, soit elles écrivent des romans sentimentaux, soit elles n'écrivent rien, mais un roman dans lequel la relation amoureuse ne serait pas au cœur du roman, n'est pas franchement un roman. Or, c'est pas qu'il n'y a pas de relation amoureuse dans Jette ton pain, mais justement, c'est pas l'élément principal. C'est-à-dire que ce qu'il y a de principal dans Jette ton pain, c'est cette interrogation, c'est
d'une mère envers sa fille. Qu'est-ce que je fais différemment de ma mère? Qu'est-ce que ma mère m'a légué? Qu'est-ce que m'a légué de bon? Qu'est-ce que ma mère m'a légué de problématique? Enfin, c'est ça le cœur de Jette ton pain. Donc, comment écrire en tant que femme moderne? C'est ça la grande question que pose Alice Riva dans ce texte. Là, vous avez une autre photo de son intérieur, ces fameuses photos de son appartement de l'avenue Weber, sa chambre à elle, et qui, là, sert un peu de décor. Alors, à Jette ton pain, les autres romans, c'est le BT, le décor, là, c'est son appartement, enfin, c'est cette configuration intime, et puis qui l'amène à réfléchir, à se comparer justement à sa mère. Sa mère, cette personne, cette dame âgée qui est à côté d'elle et qui s'occupe à sa machine à coudre, et puis elle, la narratrice qui ressemble à Alice Riva, qui écrit en cachette et qui a caché ses manuscrits dans un bahut parce qu'elle ne veut pas montrer à sa mère qu'elle écrit. Et puis, dans une perspective, disons, artistique, esthétique, traditionnelle, on se dirait que ce que fait la fille est tellement plus important que ce que fait la mère. Or, c'est cette hiérarchie des valeurs aussi qu'Alice Riva nous invite à interroger. De quel droit, finalement, juger de ce qui est important, ce qui l'est moins pour une personne. Elle compare justement ce tas de linge dépenaillé à ce tas de paperasse, et à cette idée aussi, là où les deux choses se rencontrent, c'est que la mère, finalement, elle récupère des vieux bouts de tissu pour faire de nouveaux vêtements, et la femme écrivain qu'est Alice Riva, et la femme écrivain telle que la voit Alice Riva, telle qu'elle doit s'exprimer, c'est une femme écrivain qui va utiliser les mots tels qu'ils existent, qui va utiliser les représentations telles qu'elles existent, mais qui va les mettre ensemble aussi différemment, pour faire émerger d'autres choses. Donc ce travail de découpage, de décomposition et de recomposition autrement, c'est ça que veut faire Alice Riva. Ça, c'est le dernier passage que je vous citerai, parce que, comme le dit la narratrice de Jette ton pain, elle ne va pas faire un récit où elle vous dit, voilà, j'étais là, il m'est arrivé ça. Elle ne va pas s'en tenir à la surface objective des choses, mais elle va essayer de les dire autrement pour, comme elle dit, faire surgir autre chose. Hein. De toute façon, dit-elle, en abordant ses souvenirs et ses expériences, en cherchant son bien parmi les éléments d'un univers à la fois cohérent et chaotique, souvent aberrant, elle portera sur eux un regard nouveau. Jusqu'ici, convenons-en, les épisodes qu'elle ressasse jour et nuit, c'est en surface et de manière anecdotique qu'elle les revit, les traite, avec tant d'attention, de minutie et de souffrance. J'étais là, telle chose m'advint. C'est justement pas cette objectivité-là que recherche Alice Riva. Or, désormais, c'est autre chose qu'elle espère amener au jour. Donc voilà, ce Jette ton pain, c'est aussi un roman programmatique qui se termine avec cette promesse et qui nous fait voir, à part ça, le passé de la narratrice, justement, en ayant brouillé toutes ces cartes et en ayant reconstruit le récit de sa vie autrement. Et c'est ce à quoi, c'est cette autre vision à laquelle nous invite l'œuvre d'Alice Riva. Et en conclusion, ben, voilà, vous voyez un autoportrait d'Alice Riva, parce qu'une des découvertes que j'ai faites aussi quand j'ai écrit mon livre aux ALS, à quel point Alice Riva est quelqu'un qui non seulement jouait du piano, écrivait, mais dessinait, peignait. Et on a trouvé on ne voit pas bien, je suis désolée, vous le verrez mieux sur votre écran, mais elle a peint, elle s'est représentée elle-même, et c'est un portrait comme ça, son nom, son titre, mais on voit bien que c'est elle qui est sur l'image. Peut-être vous la verrez mieux sur mon... Voilà. Merci beaucoup.